Dans ce cours, nous cherchons à mieux comprendre et définir ce qu'est le rétablissement afin de pouvoir en faire la promotion et le soutenir. Il est donc utile de modéliser des schémas explicatifs pour faciliter cette compréhension. D'abord, bien qu'il soit vrai que certaines personnes se remettront au cours de leur vie d'un seul épisode de dépression situationnelle, par exemple, une erreur à éviter serait de concevoir le rétablissement de manière linéaire, d'un point A et vers un point B. Ce n'est très souvent pas le cas. Le rétablissement n'est pas non plus une espèce d'escalier avec ses marches ascendantes ou descendantes et son parcours par étapes successives qu'il suffirait de suivre comme une recette de cuisine. Le rétablissement est plutôt un processus continu et non un état X qui serait en relation dichotomique par rapport à un état Y, par exemple. En tant que processus, le rétablissement n'est pas linéaire, répétons-le, et il n'est pas, heureusement, ni circulaire, alors que tout serait chaque fois à recommencer après une rechute ou une réapparition des symptômes. Bien sûr, au plan personnel, il y aura en effet probablement des journées où on se sentira moins en rétablissement que d'autres journées, et ce caractère oscillatoire fait partie de notre conception du rétablissement. L'image de spirale ou de coquille d'escargot de forme hélicoïdale est sans doute plus appropriée pour illustrer visuellement le rétablissement à l'aide d'une forme géométrique. En effet, bien qu'il y ait un certain élément de circularité, il y a aussi un élément de possible progression. Lors de chacun des cycles, on peut faire un pas en avant et un pas en arrière, ou idéalement, un pas en arrière et deux pas en avant. Ainsi, le repli sur soi, qui est parfois considéré comme un symptôme dit négatif de la maladie mentale, peut parfois être en fait un état recherché pour se retirer un peu et se ressourcer. C'est ce qu'Hélène Corin et Gilles Lauzon avaient appelé en 1992 le phénomène du retrait social positif, ou positive withdrawal. Et ils mettaient ce phénomène en relation avec la quête de sens. Il y a en effet une dimension symbolique importante au rétablissement. Le sens est en effet ce qui confère de la signification à l'expérience humaine dans sa globalité. La quête de sens ou de signification n'est pas nouvelle dans l'histoire de la pensée philosophique et ni dans la recherche artistique. Ce questionnement est là depuis toujours, à la fois pour l'individu, l'identité personnelle de la personne, et à la fois au plan culturel pour des groupes d'individus qui peuvent se reconnaître comme faisant partie d'une même collectivité. Publié pour la première fois en 2009 aux presses de l'Université du Québec, le modèle global de santé mentale publique est le fruit d'une hybridation conceptuelle entre le rétablissement en santé mentale et la promotion de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Le modèle global s'inscrit dans le prolongement de l'approche dite écologique en santé publique, approche qui elle aussi est tributaire de la Charte d'Ottawa avec sa structure à 5 niveaux: individuel, organisationnel, communautaire, sociétal et finalement supranational. En 1986, l'Organisation mondiale de la santé a en effet adopté la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé en définissant cette promotion comme un processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Cette démarche relève d'un concept définissant la santé comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles et qui dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. Les 5 stratégies de la promotion de la santé, selon la Charte d'Ottawa, sont élaborer une politique publique saine, mobilisant une variété de secteurs autres que seulement celui de la santé. Deuxièmement, il y a créer des milieux favorables avec des conditions de vie et de travail sûres, stimulantes, plaisantes et agréables. Ensuite, renforcer l'action communautaire pour notamment stimuler l'indépendance de l'individu et le soutien social. Quatrièmement,
acquérir des aptitudes individuelles et permettre aux gens d'apprendre pendant toute leur vie et de se préparer à affronter les diverses étapes de leur vie. Cinquièmement, réorienter les services de santé selon une politique socio-sanitaire multisectorielle, favorisant l'adoption d'un mode de vie sain. Remarquez que, selon l'approche écologique qui intègre et coordonne tous ces niveaux, les usagers ou les clients étaient les seuls de qui aucune flèche ne partait, n'étant alors que des cibles d'intervention et jamais des initiateurs de changement. En intégrant le rétablissement et la citoyenneté à cette approche, ces flèches deviennent plutôt bidirectionnelles. Le modèle écologique, alors devenu le modèle global, permet de planifier l'intervention pour un changement qui peut être d'ordre personnel, interpersonnel, culturel, socio-économique et politique. Il est en effet dit global, notamment du fait que les niveaux supranational et individuels se renforcent mutuellement en se relayant avec A, un ensemble de règles juridiques et de conventions internationales relatives aux droits universels de la personne, et B, les usagers qui canalisent leur savoir expérientiel en évoquant ces conventions pour le développement d'une capacité de changement continu. Ce modèle peut se recroqueviller pour faire se rejoindre l'individu dans l'humanité supranationale et l'humanité dans l'individu en rétablissement. Toutefois, malgré la nouvelle bidirectionnalité des flèches et la représentation plus arrondie du modèle global, malgré nos efforts, ce modèle global conserve un aspect linéaire et plutôt vertical. C'est au contact de collègues de l'Université d'Hawaï à Manoa qu'une dimension plus métaphysique et spirituelle a rendu notre modèle de rétablissement davantage holistique et centré sur la personne humaine de qui émane le rayonnement. En retravaillant le modèle pour y inclure cette dimension provenant d'une culture philosophique moins cartésienne et prévisible que celle avec laquelle nous sommes depuis longtemps habitués en Occident, eh bien, le modèle est devenu plus sphérique. À la quête de sens correspond une approche davantage participative et inclusive de la recherche, ce que l'on appelle Community-Based Participatory Research. Le savoir ancestral des habitants du Pacifique a bonifié notre compréhension du rétablissement pour la rendre plus holistique en prenant la forme d'une roue, symbole universel de l'avancement. Cette roue symbolise le concept de Iokahi et qui intègre l'équilibre, l'harmonie et l'unité du soi en relation au corps, à l'intellect, à l'esprit et au reste du monde. En tant que stratégie d'intervention en santé mentale publique, l'intervention des pairs aidants peut se déployer à plusieurs niveaux, allant de l'accompagnement individuel de personnes souffrant de troubles mentaux ou du comportement jusqu'à l'action humanitaire internationale, en passant par les niveaux interpersonnels, organisationnels et communautaires. C'est ce niveau communautaire qui est particulièrement ciblé lors du Forum citoyen en tant qu'événement public organisé avec la volonté d'influencer favorablement par la sensibilisation et la mobilisation certains déterminants sociaux du rétablissement dans ses dimensions autant physiques que mentales et sociales. Lorsqu'ils prennent publiquement la parole lors de tels événements, les pairs aidants s'offrent en exemple pour d'autres usagers qui ont besoin de modèles positifs pour réaliser qu'ils ont une force individuelle autant que collective. Pour les autres et pour les futurs usagers actuellement en bonne santé mentale, le partage que les pairs aidants font dans leur vécu en rétablissement permet de comprendre d'avance cette réelle possibilité du rétablissement en tant que trajectoire, soit par exemple de la sortie de l'hôpital au retour à la communauté et puis à une vie satisfaisante. À cette échelle, l'intervention des pairs aidants est donc autant une intervention de prévention, de promotion de la santé mentale pour tous, que de promotion et de défense des droits des usagers. Or, au nombre des droits et conventions internationales actuellement en vigueur pouvant être invoqués par les pairs aidants et leurs alliés dans leur plaidoyer pour des politiques et des systèmes de santé mentale axés sur le rétablissement, il y a la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Nous allons maintenant voir ensemble comment quelques-uns de ces articles peuvent servir de fondement juridique à des soins et services axés en santé mentale sur le rétablissement, donc avec des pères aidants. L'accès à des soins et services centrés sur la personne dans sa globalité citoyenne et non plus uniquement qu'axé sur la pathologie devient un droit lui-même précédé d'un ensemble de revendications sociales et sur lesquelles ce droit s'appuie. En effet, cette Convention des Nations unies est en large partie l'aboutissement de décennies de revendications portées par les personnes handicapées et à l'effet que rien ne devrait être décidé sur nous sans nous. C'est le célèbre slogan « Nothing about us without us ». Ainsi, cette convention relative aux droits des personnes handicapées a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales pour les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Voyons quelques-uns des articles. Article 26, adaptation et réadaptation. L'accompagnement offert par les pères aidants est de plus en plus reconnu comme une mesure efficace fondée sur des données probantes pour favoriser l'inclusion sociale et le maintien dans la communauté. Ils sont un peu l'équivalent des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, se déplaçant en chaise roulante. C'est ce qui leur permet l'accès à la vie communautaire et il incombe à la collectivité et non à ces personnes elles-mêmes de rendre cet accès, disons, accessible. Les services des pères aidants devraient donc être couverts et rendus plus universellement accessibles pour tous ceux qui en ont médicalement besoin. D'ailleurs, aux États-Unis, leurs services peuvent maintenant être remboursés grâce au Affordable Care Act, le fameux Obamacare. Article 25, santé. Tous les secteurs ne sont pas aussi conscients du caractère potentiellement discriminatoire de certains de leurs critères de programme. Il suffit qu'un secteur ne suive pas dans la chaîne des services gouvernementaux pour faire obstacle au rétablissement en tant que trajectoire multisectorielle et de réadaptation communautaire. Ayant déjà eu, personnellement, à se dépêtrer avec ces multiples procédures administratives et de programmes spécifiques qui ne sont pas toujours bien coordonnés les uns par rapport aux autres, les pères aidants sont bien placés pour annoncer et prévenir les heurts et les possibles frustrations qui font souvent partie de ce dédale labyrinthique. Article 12. Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité. L'une des dimensions importantes du travail des pères aidants est de voir au respect des droits individuels de leurs pères aidés, en particulier lorsqu'ils sont sous ordonnance de traitement. En France, on appelle ça l'hospitalisation d'office, ou en garde préventive lorsqu'ils représentent un danger imminent pour eux-mêmes ou pour autrui. Ils peuvent aussi les accompagner dans leur démarche juridique et doivent donc bien connaître ces droits afin d'également aider la personne à faire valoir ses droits par elle-même. Au plan collectif, le fait d'être membre d'un groupe d'entraide légalement constitué ou de leur association professionnelle de pères aidants est une autre façon d'exercer une capacité juridique. Par exemple, lors de la prise d'un vote qui peut avoir une portée légale lors d'une assemblée générale annuelle ou en conseil d'administration. L'accompagnement des pères aidants vers de telles associations, autogérées par des usagers, vise aussi un tel objectif. Article 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société. Vivre de façon autonome et non seulement rentable pour la société par opposition à l'hospitalisation, c'est un droit. Toutefois, pour être inclus en tant que concitoyen de la collectivité, il faut que celle-ci soit elle-même accueillante et inclusive. La transition de la marginalisation sociale à la pleine citoyenneté représente un défi de taille pour le système public de santé. Une approche qui se concentre uniquement sur les individus en traitement n'est pas suffisante pour assurer qu'ils réussissent cette transition. Ainsi, d'une part, l'intervention des pères aidants au plan individuel représente une mesure d'accompagnement efficace vers leur établissement. D'autre part, en tant que membres de leur association professionnelle, les pères aidants ont aussi, collectivement, la responsabilité sociale de contribuer à la lutte à la stigmatisation qui entrave ce droit à l'inclusion dans la société. Or,
Leur prise de parole lors d'événements publics, comme par exemple lors des forums citoyens en santé mentale ou ailleurs, est l'une des stratégies de lutte à la stigmatisation reconnues comme étant parmi les plus efficaces au plan social et communautaire. À plus petite échelle, soit auprès d'un individu en particulier qui pourrait être sujet à l'autostigmatisation, le père aidant personnifie l'espoir d'un possible et réel changement puisqu'il est lui-même un exemple inspirant de réussite et d'émancipation par rapport aux stéréotypes fatalistes. Donc, en bref, il faut faire davantage connaître la contribution sociale des personnes en rétablissement, ainsi que les valeurs et principes du rétablissement lui-même. Ceci peut être le fondement d'une stratégie de santé mentale publique pertinente s'adressant à tous et pas qu'aux personnes malades, les patients. Qui de mieux placé que les pères aidants pour reconnaître et faire connaître ce potentiel?